Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour à tous et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Lou Tabarin et non, ce n'est pas Soledad aujourd'hui, c'est la toute première fois que vous m'entendez sur ce podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver en bonne compagnie avec un directeur de casting, mais surtout artiste, danseur professionnel. Aujourd'hui, on va parler comédie musicale. Christopher, bonjour et bienvenue sur ce podcast. Salut Lou, merci pour l'invitation. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu rêvais de faire ? Alors je crois que j'ai toujours rêvé d'être danseur, de base. Quand on en parle avec mes parents, l'anecdote qui revient tout le temps, c'est qu'à 5 ans déjà, j'allais au tableau en dansant. Donc les professeurs, mes instituteurs ou institutrices, ils appelaient mes parents et par contre, bon Christopher c'est génial, il est calme et tout, mais par contre il danse pour aller au tableau et ce serait peut-être bien qu'il danse plus. Et tes parents, ils en disaient quoi ? Il me disait, si tu as envie de danser, danse, fais juste attention de ne pas perturber les gens, que ça ne perturbe pas la classe, que tu travailles toujours bien. Mais j'ai eu la chance dans ma famille d'être soutenu dès le début par mes parents. Ils ne sont pas artistes, j'ai aucun artiste dans la famille, mais ils ont toujours voulu que j'arrive à m'exprimer et que je trouve mon moyen d'expression. J'ai toujours fait l'idiot, j'ai toujours fait des sketchs à la maison, je prenais des chaussettes, je me cachais derrière le canapé, enfin voilà, je faisais des choses comme ça, je rigolais tout le temps, je dansais pour ouvrir le frigo, je faisais des pirouettes, et donc ils ont encouragé ça dès le début, tout en me disant évidemment travaille, il faut quand même qu'il y ait une sécurité derrière, on ne connaît pas ce métier, on ne sait pas ce que c'est, est-ce que tu vas réussir à travailler, voilà, est-ce que tu ne vas pas tomber dans les affres du métier que l'on peut imaginer quand on est parent et qu'on ne connaît pas ce métier-là, de la drogue, de l'alcool, parce que c'est l'image que peuvent avoir certaines stars hollywoodiennes, voilà, des réputations sulfureuses, tout ça, et ça fait peur aux parents, ce que je peux comprendre. Et d'où ça vient, tu penses, cette envie d'être danseur dès 5 ans ? J'en sais rien. Franchement, je sais pas, j'ai toujours bougé partout dans l'espace, j'avais besoin d'être en mouvement. J'ai toujours eu besoin d'ancrer les choses dans le mouvement, et donc je pense que c'était naturel chez moi de partir là-dedans. Et il n'y avait pas des films ou des personnalités, des comédies musicales qui t'inspiraient ? Alors, je crois qu'il y a un film qui m'a énormément parlé qui s'appelle Ballroom Dancing, qui est parce que j'ai commencé par la danse sportive, donc le rock, le cha-cha, la samba, la valse anglaise, voilà. Les latines et les standards, j'ai commencé par ça, moi, la danse. C'est vrai que ce film parle un tout petit peu de ça, et de quelqu'un qui va se révéler à l'intérieur de ça, du parcours difficile que c'est, ces concours. Et ça m'a beaucoup parlé. Évidemment, Dirty Dancing fait partie des films qui sont emblématiques dans ma carrière, parce que j'ai eu la chance de jouer dans la comédie musicale Dirty Dancing, dans les 2 versions. Et voilà, pour moi, ça a été une boucle qui se termine et ça a été incroyable. Plus tard, il y a eu Grease, évidemment. Puis il y a eu tous les Disney, tous les High School Musical. Voilà. Dans les artistes purs et durs, j'ai toujours baigné avec ma mère dans la musique de Mylène Farmer. Et on aime, on n'aime pas, peu importe. Son univers m'a toujours parlé. Voilà, j'ai un univers un peu dark, un peu mélancolique, un peu gothique, un peu sombre. C'est vraiment ce qui me parle, c'est les influences qui me parlent. Donc forcément, Mylène et son univers m'a parlé très jeune. Et ses spectacles, ses concerts, ce sont des spectacles. Ce sont des vrais shows. Et c'est ça, petit à petit, il m'a dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire sur scène. J'ai envie de partager ce moment-là avec ces gens-là, raconter une histoire, faire des tableaux extraordinaires, danser des belles chorégraphies. Et puis petit à petit, j'ai enrichi ma culture avec les chorégraphes, les grands chorégraphes, que ce soit Béjart, Anne-Thérèse de Kerschmecker, Maggie Marin, Prej Locage et des plus anciens encore. Et puis après, ça s'est un peu popularisé, la danse. Il y a plein de compagnies hip-hop qui sont sorties, qui ont émergé, qui ont amené un nouveau mouvement, une nouvelle façon de danser, de percevoir la musique. Et voilà, tout ça a fait que j'ai découvert les comédies musicales un peu plus tard. Évidemment, avec Notre-Dame de Paris, ma mère était fan et donc j'avais le CD à la maison et voilà, et les captations. Et puis, je suis monté à Paris voir Le Roi Soleil, etc., etc. Et petit à petit, tout s'est mis en place.
Et je me suis dit, en fait, ce qui me fait rêver, c'est la comédie musicale. C'est pouvoir interpréter un personnage sur scène, qu'il soit dans les ensembles ou qu'il soit rôle. Je peux danser, je peux jouer, je peux m'exprimer différemment. Et tu me dis que tu viens pas d'une famille d'artistes, mais ta maman t'a quand même assez initié à toute cette culture artistique. Elle écoutait Mylène Farmer avec toi. Oui, elle et mon père. Mon père était fan de Michael Jackson, donc j'avais du Michael Jackson partout dans la maison. Tous les deux avaient une culture assez rock, assez punk. Donc j'ai baigné là-dedans et dans une culture du coup assez londonienne, on va dire, dans l'esprit, avec ma mère, et un peu plus américaine avec mon père, avec Michael et ce genre de choses, et Prince et tout ça. Ils m'ont laissé libre d'explorer, d'écouter. Ils m'ont jamais contraint à aimer quelque chose. Ils m'ont appris à découvrir, à m'enrichir, à développer mon esprit critique. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des éléments primordial de ma vie d'artiste, parce qu'il faut développer ce sens critique et cette écoute et cette curiosité. Et tout au long de ma vie personnelle et de ma carrière professionnelle, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'ouvrir encore plus le champ des possibles. Donc c'est formidable. Et quand ils ont su que tu dansais en classe, voilà, quand tu étais jeune, t'ont inscrit à des cours de danse? Alors j'ai commencé la danse à 10 ans. Ok. Avant ça, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de l'athlétisme. Okay. Donc, très sportif. J'ai toujours aimé le sport. Voilà. Okay. Ouais, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de me dépenser. Un peu plus jeune, j'ai fait aussi des arts martiaux, j'ai fait du karaté. Et puis petit à petit, à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien... Est-ce que les cours de danse, ça existe, et il se trouve que mon père prenait des cours de danse avec sa compagne de l'époque, qui est toujours d'ailleurs sa compagne aujourd'hui, qui est sa femme, des cours de danse de couple dans une petite association. J'habitais à Miramas, qui est une toute petite ville à côté de Marseille. Et il m'a dit, viens. Et j'ai commencé comme ça, et j'ai jamais arrêté de danser depuis. Et après, tu t'es professionnalisé à partir de quand tu as suivi un cursus scolaire normal? Alors, je suis allé jusqu'au bac littéraire. J'ai eu la chance d'être pris à mes 16-17 ans, je crois, dans une école qui avait des horaires aménagés avec un lycée. Du coup, j'ai pu vraiment terminer ma scolarité, ma terminale, en ayant des horaires aménagés avec une école de danse privée, bien sûr, mais qui était reconnue par la ville, qui était à Roanne, c'est l'école de Carole Vergea. Et c'est là où j'ai fait la vraie transition de « Ok, je termine mon bac et je me professionnalise vraiment, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, même aujourd'hui à 17-18 ans. C'est ça que je veux pour mon avenir, c'est pas autre chose. Donc allons-y. » Et après cette école, j'ai passé les concours du Conservatoire de Lyon, du CNR, dans lequel je suis rentré. J'ai fait 1 an. Et puis après, j'ai passé le conservatoire du CNSMD, qui est le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Et je suis rentré dans la classe contemporaine et j'ai continué ces classes-là. Quel souvenir tu gardes de ces études? Je suis passé d'école en école. J'ai vraiment un parcours atypique parce que j'ai 36 ans aujourd'hui. J'ai déménagé à peu près 35 fois, je crois, dans ma vie, si je compte mes déménagements personnels, ceux de mon père et ceux que j'ai vécu avec ma mère. Du coup, j'ai pas de vraies attaches. J'ai pas une vraie base solide quelque part, mis à part à Miramas dans le sud chez mon père. J'ai plein de petites branches un peu partout en France, et du coup j'ai des souvenirs chargés dans beaucoup de villes qui me racontent quelque chose, et qui aujourd'hui, tout ça fait de moi celui que je suis aussi, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais malgré les régions, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes façons d'enseigner, peut-être, c'est pas la même façon de parler. Et tout ça m'a nourri de façon folle. Et j'ai des souvenirs fous partout, de mes 10 ans à mes 20 ans. Et à ce moment-là, vers où tu voulais aller? C'était quoi ton but, ton goal ultime? Tu voulais être danseur, comédie musicale? Ouais, mon but ultime, c'était d'arriver à intégrer le monde de la comédie musicale. Voilà, c'est à cette époque-là, j'avais vraiment envie de ça. Petit à petit, j'y suis arrivé. Et raconte-nous justement, quel est ton plus beau souvenir de comédie musicale? Oh waouh, ça c'est très très dur. Ça c'est très très dur. Il y en a énormément. Alors évidemment, Dirty Dancing est un de mes plus beaux souvenirs, parce que c'est un accomplissement, et c'était quand le spectacle a été annoncé, je me suis dit c'est vraiment le spectacle que je veux vivre en tant que danseur. C'est là que j'ai commencé, c'est les danses que j'ai toujours dansées. Puis il y a le porté mythique. Voilà, bon, moi je le faisais pas évidemment, hein, mais tout est mythique, ce spectacle est mythique, et dans les salles, c'était la folie absolument tous les soirs. Les gens hurlaient les répliques cultes avant les comédiens.
Avant le porter, ça hurlait comme c'était pas permis. Il y a des gens qui hurlaient Johnny dans la salle, ou qui hurlaient Patrick d'ailleurs. Et puis les danses, c'est la première, quand on a ouvert, on s'est pris une vague d'énergie incommensurable. J'en ai des frissons encore, rien que d'en parler, mais c'était fou et c'était une troupe. Les 2 saisons qu'il y a eu, il y a des gens qui ont changé dans la troupe, mais les 2 troupes étaient incroyables. Et j'ai vraiment des souvenirs de fou. Il y a eu Hit Parade où j'ai eu la chance de faire l'hologramme qui donnait vie à Sacha Distel sur scène. Donc c'est pareil, ça a été une expérience extraordinaire. Il y avait son fils qui était là régulièrement, avec qui on parlait, qui me racontait les histoires de son père, pourquoi il bougeait ainsi, pourquoi son corps était comme ça. Et c'est passionnant de voir son fils pendant les tournages et de me dire, ok, je dois rendre hommage à son père. Je dois pas être une caricature. Je dois l'incarner vraiment. Et on était 4 à faire ça, parce qu'il y avait Claude François, Dalida, Sacha Distel et Mike Brandt. Et chacun de nous avait un des ayants droit ou un des parents de la famille. C'est une émotion ultime de voir ces gens-là pleurer ou s'émouvoir, de donner vie à ces personnes disparues et à qui ils pensent régulièrement, ou tout le temps. Il y a beaucoup d'émotions. Et à la sortie, tous les 4, on a eu merci d'avoir redonné vie à mon père, à mon frère, à ma sœur. Enfin voilà, ils sont revenus à la vie un instant. Et ça, on pensait pas que ce serait possible un jour. Et c'est chargé, quoi. Ouais. Et quand on est danseur, est-ce qu'il y a une hygiène de vie particulière? Alors moi, j'ai envie de dire oui, mais elle est différente pour tout à chacun. Toi, par exemple? Alors moi, par exemple, je fume pas. Je sais pas si c'est juste parce que je suis danseur ou juste parce que ça ne sert à rien, mais je fume pas. Je crois que je dois boire 3 verres d'alcool par an maximum pour les occasions. Après, oui, il y a la salle de sport, on fait du sport, on s'entretient, on entretient le cardio. J'essaye de faire attention à ce que je mange. Mais est-ce que c'est tant parce que je suis danseur ou parce que juste j'ai envie de faire attention à ce que je me mets dans le corps? Il y a l'hygiène de vie normale. Je sais pas, j'ai énormément d'amis qui sont des fumeurs ou voilà, qui font la fête. Chacun est différent. Et puis chacun, à propos de son corps aussi et de ce qu'on veut en faire. Moi, je suis toujours surpris, j'ai toujours été surpris de voir des danseurs incroyables fumer comme des pompiers. Non, mais comment vous faites? Genre, moi, si je fume 2 clopes, je pense que je suis à terre, en fait. Mais voilà, on est tous différents et on sait s'écouter. Donc je pense qu'il faut juste s'écouter et faire attention à soi, mais en termes global. C'est quand même très important parce que il faut écouter son corps, et justement c'est le corps qui est là sur scène. Il faut être bien. Il y a l'hygiène de vie, il y a aussi les aléas, par exemple les blessures. Est-ce que toi t'en as déjà eu? Oh là oui, je crois que tous les danseurs en ont eu là récemment, et je me suis fait une blessure vraiment stupide, mais je suis tombé dans les escaliers du RER et je me suis fait une entorse 1 semaine avant ma première. Et dans ces cas-là, comment ça se gère? Dans ces cas-là, c'est bandage en plâtre d'argile, hélicryse, arnica, cryothérapie, le maximum de repos possible. Moi, dans ma philosophie, j'immobilise pas mon pied parce que je suis dans le mouvement et j'ai besoin que ça circule. Mais j'étais sur scène lundi et voilà, et tout s'est bien passé. On apprend aussi à gérer sa douleur. J'ai fait évidemment radio, échographie, et s'il y avait eu une problématique grave, on aurait trouvé des solutions. Moi, en étant honnête avec moi-même, je me suis dit, je pense que je peux le faire lundi. Et lundi, ça l'a fait. J'étais strappé, j'avais une bombe de froid en sortant si jamais je me faisais mal, si je me retordais la cheville, parce que ça va vite. Et puis voilà, après, ma vraie grosse blessure, c'était lors d'un casting pour le livre de la jungle. Il fallait faire à un moment donné d'improvisation et il fallait faire des animaux. J'ai décidé de faire le singe. Et du coup, dans la salle où on était, c'était comme un auditorium, donc on pouvait monter. Donc je suis monté à 4-5 mètres de haut et j'ai sauté pour faire une cascade de singe, parce que j'ai aussi fait de la cascade dans mon parcours. Et au moment où je saute, comme on était en improvisation à 3, il y a un de mes collègues qui s'est un peu décalé vers moi et j'ai eu peur de lui tomber dessus. Et du coup, même si j'ai amorti la chute, j'ai décalé mon poids du corps, je suis tombé sur les talons, j'ai roulé et je me suis fracturé les 2 talons en même temps. J'ai continué, j'ai fini l'audition, on a mal mais on finit. Je suis allé m'asseoir. Une fois l'audition terminée, je ne pouvais plus me lever. Du coup, c'est l'assistant metteur en scène et la chorégraphe qui m'ont aidé, qui m'ont porté, qui m'ont soutenu pour m'amener à ma voiture, parce que l'audition était hors de Paris. Donc ils m'ont amené à ma voiture, j'ai pris le volant, j'ai conduit pendant 25 minutes pour arriver chez moi. Et arrivé chez moi, il y a ma partenaire de vie qui était là.
et qui m'a vu blanc, vert, jaune, rouge, bleu, de toutes les couleurs, qui m'a dit on va peut-être aller aux urgences. Ah oui, je crois. Voilà, et ça a été ma plus grosse blessure. Et là, 3 mois de fauteuil roulant, donc évidemment immobilisé, mais comme je suis un peu têtu et que je bouge, je faisais tout sur les genoux. Elle m'avait acheté, vous savez, des genouillères comme pour les carreleurs. Ouais. Donc très résistante, voilà. Donc j'avais ça et je faisais tout sur les genoux. Et à cette époque-là, c'était le casting de la famille Adams que je gérais. Et donc la fin du casting, j'ai géré en fauteuil roulant et sur les genoux. Ok, donc tu gérais ça en tant que directeur de casting. Là, je gérais la famille Adams en tant que directeur de casting. Justement, on va parler maintenant de ton autre casquette, celle de directeur de casting. Quand est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé en 2017. Parce qu'en 2017, je sortais du coup de Hit Parade, donc les hologrammes. Et j'avais rencontré une chorégraphe sur un petit spectacle pour lequel j'avais aidé, qui me dit, écoute, on m'a appelé pour chorégraphier un spectacle qui s'appelle La Famille Adams. J'aimerais que tu sois mon assistant sur ce spectacle parce qu'il y a du tango, il y a un peu de danse de couple, j'aimerais que ce soit toi. Et j'ai dit ok, pas de souci. Et au cas où, je te demande, est-ce qu'il cherche aussi un assistant metteur en scène parce que c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Du coup, elle m'a dit écoute, je sais pas, je demande au metteur en scène. Il n'y avait pas de budget pour avoir 2 assistants sur le projet, donc le fait que j'ai double casquette était intéressante. Et j'ai rencontré le metteur en scène, on a sympathisé tout de suite. Il m'a dit ok, partons ensemble pour l'assistanat de la mise en scène aussi. Et puis quand les castings se sont mis en place, je lui ai dit est-ce que je peux m'occuper de la direction de casting, c'est-à-dire juste de l'organisation. Évidemment, en tant que directeur de casting, j'ai pas de poids de décision, mais je dis voilà, toute l'organisation, tout ça, pour moi, ça va avec l'assistanat chorégraphe et l'assistanat mise en scène. Donc, je te propose de mettre en place le casting, comme ça, t'as pas à t'en occuper, t'as juste à gérer la partie artistique. Il m'a dit ok, allons-y, c'est parti. Donc, sur le même projet, je me suis retrouvé à faire ces trois casquettes-là. Et c'est incroyable parce que du coup, j'avais une interaction avec les artistes qui était complète. Voilà, je les avais dans toute l'organisationnel de la direction de casting. Et puis, c'est moi qui montrais les chorés quand on passait la danse. Et puis, pour les textes ou pour l'assistanat de mise en scène, pour les directions, tout ça que me donnait le metteur en scène, c'est moi qui leur donnais. Enfin, voilà, c'était fou. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire aussi. C'est découvrir les artistes dans leur globalité et pas simplement leur parler par mail ou pas simplement leur donner 3 pas. En fait, j'adore leur donner 3 pas et leur donner une direction de jeu et les amener à se dépasser en casting. Tout ça me parle, tout ça est incroyable. Et une fois que le projet s'est mis en place, c'était une production italienne, donc je les ai aidés en assistanat de production à comprendre les déclarations de cachet, à faire en sorte que ce soit fait en temps et en heure, de pourquoi cette ligne sur ce contrat-là, pourquoi cet artiste demande ça, etc. Parce que l'intermittence, c'est français, hein, donc c'est un système qui est particulier, et pour qu'il n'y ait pas trop de soucis, ou de retard, ou de choses comme ça, je me suis retrouvé à être casting, assistant metteur en scène, assistant prod et assistant chorégraphe sur le même spectacle. Et je pense que ça a été une formation accélérée incroyable. Oui, parce que être directeur de casting, il n'y a pas de formation. C'est fou. Et tu parles d'interaction, tu parles de se dépasser. Et justement, moi, je peux témoigner. Je t'ai vu plusieurs fois faire passer des castings aussi bien à des enfants qu'à des plus âgés, à des adultes. Et à chaque fois, tu prends le temps pour chaque personne de les aider, de leur donner des conseils. Et même s'ils ne sont pas retenus au casting, c'est un moment de partage où tu les aides, tu te lèves même. Et si jamais ils ne sont pas trop à l'aise, tu les mets bien à l'aise. Pourquoi c'est si important pour toi ? Je pense que c'est important pour moi parce que je l'ai vécu aussi en tant qu'artiste. C'est-à-dire que je connais les travers du casting, je sais ce que c'est d'être de l'autre côté, d'avoir mal vécu des choses, ou qu'on nous ait mal parlé, ou qu'on nous mette pas à l'aise, et qu'on sorte du casting en se disant mais en fait, j'ai pas pu donner le meilleur de moi-même parce que c'est passé trop vite, où on m'a pas dit bonjour, où je me suis senti jugé, où les personnes sont sur leur téléphone, où elles parlent entre elles, et peu importe ce qui se passe, il y a sûrement, ce que je dis maintenant aux artistes qui passent, c'est que il y a sûrement énormément de raisons pour qu'une personne de la production réponde à son téléphone. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, une urgence, quelle qu'elle soit, il a besoin de répondre, il répond. Nous, ça peut nous paraître pas poli, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut gérer dans l'instant. Pareil, il y a énormément de créatifs qui se parlent entre eux pendant l'audition parce qu'ils ont besoin de communiquer dans l'instant. Et moi, je leur dis, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Je sais, c'est perturbant. Je sais, ça, c'est horrible parce que nous, dans notre tête,
direct, c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit sur moi, j'ai été mauvais, oh là là, ou je suis mal coiffé, ou il y a un truc qui va pas dans ma tenue, ou j'ai coiqué une note, ou bon, voilà, je sais ce que c'est tout ça. Donc c'est important pour moi parce que l'humain, en tant que médian, me fascine et m'interroge et me donne envie de m'investir à fond. Donc ma priorité pendant un casting, c'est que les gens puissent profiter, puissent s'amuser et puissent essayer à l'instant T d'être au mieux de ce qu'ils sont en vérité. Parce que quand on arrive, 1 heure avant, on a chanté la chanson parfaitement bien, on est génial, c'est super, on est rassuré. On passe le casting, on s'est planté ou pas, peu importe. On retourne chez nous, on se dit non mais c'est pas possible, je la connais la chanson, on l'a refait, c'est parfait. Et on est tous passés par là. Et que ce soit en danse, en jeu, en chant, on est tous passés par là. On sait que le moment du casting est un moment où la perte de contrôle est là, et il y en a, c'est des tueurs d'audition. Vraiment, elles sont incroyables. Et il y en a, ce sont des artistes fous, mais le stress du moment ou les énergies du moment font que d'un coup, on les perd un peu. Et c'est ça que j'essaye de rattraper. En leur disant, en fait, nous, ce qu'on veut voir, c'est l'artiste que tu es. Oui. C'est un vrai partage, c'est un vrai échange. C'est important de comprendre qu'on a autant besoin d'eux dans le spectacle que du coup, ils ont, entre guillemets, besoin de nous pour les employer dans le spectacle. Ça se fait ensemble, c'est-à-dire qu'on est tous là pour une seule chose, c'est le projet. Donc, c'est trouver les bonnes pièces à mettre au projet, que ce soit des pièces humaines, des pièces techniques, des pièces artistiques. Voilà, tout ça doit se mettre en place. Et je dis pièces, évidemment, pour généraliser, mais voilà, l'humain n'est pas un robot, n'est pas une machine. Et c'est justement ça qu'on va chercher et que moi, je veux trouver. Et du coup, je parle aux gens, j'aime leur laisser le temps, j'aime leur dire, OK, on l'a fait une première fois, c'est bon, maintenant on l'a démoulé. T'as déstressé, on a entendu des choses, machin. Là, on va la refaire pour s'amuser, pour s'éclater. Et voilà, je parle. Et qu'est-ce que ta chanson raconte? Qu'est-ce que le personnage raconte? Est-ce que t'as des questions? Donne-lui un corps, donne-lui une voix. Voilà, amuse-toi avec ça. Te prends pas la tête. Montre-nous autre chose. Montre-nous ta folie. Voilà, ou peu importe. Hein, toutes sortes d'indications qui peuvent arriver selon les personnages et selon la personne que j'ai en face. J'essaye de capter vite leurs énergies, que ce soit avec le corps, leur façon de bouger, leur façon de parler, de regarder, comment ils sont habillés, etc. De capter le plus d'informations possible pour essayer de leur parler d'une manière qui va, on va pas dire de suite, mais qui va au mieux résonner en eux, parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Donc si je te dis chante rouge, bah, toi ça te dira rien, et peut-être que quelqu'un il sera visuel et couleur, et ça va lui dire « Ah d'accord, ok, j'ai compris ». Alors que quelqu'un, il va falloir lui parler émotion, ou technique, ou corps. Voilà. Et tout ça, c'est important. Tu prends le temps d'analyser les gens. Ouais. Pas juste les entendre si tu as besoin de chanteurs, pas juste les regarder si tu as besoin de danseurs. Parce que j'ai pas juste besoin de chanteurs ou de danseurs. J'ai besoin de l'humain qui est danseur, de l'humain qui est chanteur. Et de toute sa personnalité, de tout son vécu, de toutes ses émotions. Et ce petit travail-là en casting me permet aussi de voir, malgré tout, la réactivité des gens, leur adaptabilité, leur écoute. Si on les fait passer à plusieurs, si on fait des workshops, comment ils se comportent les uns avec les autres, on crée des troupes. Donc c'est important, sur des spectacles qui durent 6 mois ou 3 ans, comme le Roi Lion, par exemple, là, actuellement, c'est important que dans les troupes, il y ait des atomes crochus, où il y ait des gens, en tout cas, on ne peut pas aimer tout le monde, c'est pas la question, mais que tout le monde se comporte de la meilleure façon possible. Parce qu'encore une fois, on fait ça ensemble, et la bienveillance et l'humanité et le respect, même si on s'apprécie plus ou moins, le respect, c'est une base qui doit exister sans argument. Enfin, comme pour toutes les professions. Ouais, comme pour tout. Partout dans le monde, le respect de l'autre, de ses pensées. À partir du moment donné où la personne en face ne vient pas nous faire mal volontairement, respectons son moment, son besoin de calme. En audition, il y en a qui ont besoin d'être au calme, il y en a qui ont besoin de parler à des gens. Et dans les troupes, c'est pareil. Oui. Moi, je me suis retrouvé parfois à me dire, écoutez, je suis désolé les amis, si là je pouvais avoir 5 minutes de silence pour me concentrer, parce que j'ai ça à faire aujourd'hui que je fais pas d'habitude et j'ai besoin de... Voilà, ce serait cool. Le reste du temps, moi j'ai fait dans les loges ou en coulisses des fois des séances de magie parce que j'avais un pote qui était passionné de mentalisme et qui s'entraînait sur nous avant qu'on rentre sur scène. Mais si tu connais ta track par cœur depuis 6 mois
et que tu sais que tu as 2 minutes de blanc, tu dis bah vas-y, teste-moi. Ok, super, bon, j'y vais. Voilà, mais on n'est pas tous pareils. Oui, Donc, il faut savoir se respecter les uns les autres et respecter les artistes qui viennent passer des auditions. C'est extrêmement dur de passer une audition. Parce qu'on n'en passe pas une par an. On en passe 15 par an. Ça veut dire que minimum 15 fois par an, on se donne à des gens pour qu'ils nous disent oui, c'est toi ou oui, c'est pas toi. Donc c'est pire qu'un entretien d'embauche. T'en passes encore, toi, des lambda. auditions? Ouais, pour Codex, la pièce chorégraphique, j'ai passé une audition. J'ai passé des auditions un peu de théâtre aussi. Et puis en doublage, de temps en temps, il y a des essais. Alors, c'est pas des auditions au sens large du terme, comme on en parle en théâtre, ou en comédie musicale ou en cinéma. Mais on nous appelle en disant ben voilà, là, j'ai une série, j'ai un film qui arrive. J'aimerais te tester sur un des rôles. Est-ce que tu peux venir faire un essai? Et on fait un essai, et puis on nous dit après si c'est nous qui avons été choisis ou pas, mais c'est le même stress. Est-ce que tu arrives à gérer aujourd'hui, si par exemple tu tombes sur un directeur de casting moins bienveillant que toi, voire assez exécrable? Est-ce que tu arrives à gérer? Est-ce que tu as des petits conseils pour gérer et passer outre? Je pense qu'aujourd'hui, j'y vais plus. Moi, me confronter à un directeur de casting ou à un producteur ou à un metteur en scène, qui que ce soit, qui n'est pas respectueux, qui n'est pas humain, qui n'est pas un minimum bienveillant, je peux comprendre le stress, la pression, voilà, et tout ça, des fois, ça peut faire qu'on parle de façon un peu plus brute. Mais bon, on sent derrière qu'il y a une vraie bienveillance et que c'est pas grave. Aujourd'hui, je m'économise et je perds plus mon temps avec ces gens-là. Tant pis si je passe à côté de certaines choses. Mais quand j'étais plus jeune, c'était pas le cas. On va à tout. Parfois, je me suis laissé écraser ou parler comme une vulgaire. Je dirais pas le mot parce qu'on est en podcast, mais vous avez tous compris. Il y a même des auditions assez humiliantes où moi, je sais qu'à la fin d'une audition en tant que danseur, les danseurs qui étaient sélectionnés, on nous a dit bon, bah maintenant, vous allez enlever le t-shirt et puis on va regarder comment vous êtes foutus. Et t'as 20 ans, c'est ta 3e audition. D'accord, pardon, ok. Et puis en fait, tu rentres chez toi et tu te dis mais non, en fait. Non, en fait. Pourquoi devant tout le monde? Pourquoi demandez-moi mes mensurations? Oui. Voilà. Et puis vous voyez je suis en débardeur, je pense que vous voyez à peu près mon physique. Mais toi, à 20 ans, tu avais ce recul-là de te dire, même si je suis pris, je n'irai pas ensuite? Non, pas à 20 ans. Non, à 20 ans, clairement pas. À 20 ans, je me servais de la colère qui pouvait être naissante ou de l'injustice qui pouvait être naissante pour la mettre dans ma danse, dans mon jeu, voilà, et dans mon audition. Et je me disais que c'était normal et que c'était peut-être de ma faute, que peut-être je m'étais mal présenté, que peut-être j'étais pas prêt, que j'étais pas assez bon. Et puis petit à petit, en grandissant, tu te rends compte que ce mode de pensée n'est pas le bon et que non, c'est pas normal, que non, on n'a pas à nous parler mal, que non, on n'a pas à nous sexualiser de façon outrancière, ou même pas outrancière, juste à nous sexualiser en fait pour un casting. On n'est pas là pour ça. Voilà, les gens ne sont pas sur un marché où ils prennent des humains et où ils en font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu conseillerais à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui ont passé ou qui vont forcément être confrontés à ce genre d'expérience? Est-ce qu'ils devraient dire quelque chose, rien dire, se taire, mais ensuite pas accepter s'ils sont pris, ou sauter sur l'occasion malgré tout parce que c'est une expérience? Et c'est très très dur de répondre à cette question parce qu'encore une fois, je pense que ça dépend de chacun. Je pense qu'il faut qu'ils soient fidèles à eux-mêmes. Voilà, il ne faut pas qu'ils se mentent, il ne faut pas qu'ils se trahissent, il ne faut pas qu'ils se fassent mal. Il y a une balance à faire, un équilibre à faire. Encore une fois, il y a des fois des gens qui sont un peu bruts, mais qui ne sont pas méchants, qui ne sont pas humiliants. Juste, ils vont dire les choses peut-être un peu dures et ça peut nous blesser, mais si derrière, il n'y a pas une mauvaise pensée, ok, il faut apprendre aussi à gérer ça, à gérer les différentes façons de parler des gens et de s'exprimer. On n'est pas tous égaux là-dessus non plus. Ça dépend d'où on vient, de notre vie, de notre éducation, de plein de choses, du moment, de la pression, voilà, peut-être que juste avant, le directeur de casting a eu un mail de la prod ou un appel de la prod qui l'a mis dans un état pas possible. Et lui aussi, il doit gérer cette émotion naissante et parfois on arrive au mauvais moment et on peut se prendre un scud. Mais derrière, il y a quelque chose de plutôt sain malgré tout. C'est quand ça devient malsain que c'est problématique. Et là, pour moi, la seule vérité, c'est la sienne. Est-ce que je suis en paix avec ça? Est-ce que je m'en fous? Est-ce que, malheureusement, est-ce que je vais en jouer pour essayer de m'en sortir et que je le payerai plus tard? Est-ce que j'ai les épaules pour aussi? Est-ce que j'ai les épaules pour? Évidemment, pour moi, il y a des choses qui sont rédhibitoires. Enfin, quelqu'un qui te touche,
il n'y a même pas question il n'y a pas de question à se poser. C'est, tu t'en vas, ou tu lui enlèves la main, ou tu lui dis par contre c'est non. Pareil, quelqu'un qui te sexualise, qui te parle mal, qui t'insulte. Voilà, il y a pour moi des choses où, oui, j'encouragerais tout le monde à dire non. Ça, c'est non. C'est pas le casting, c'est pas possible. Maintenant, je sais aussi à quel point c'est difficile à ce moment-là, quand on commence, ou même quand on a 15 ans, 20 ans de carrière, hein, selon qui on a en face, d'avoir l'aplomb, l'assurance, le recul, de dire c'est pas possible ce que tu es en train de faire. En fait. Quand tu es au début, que tu commences ta carrière, c'est dur de dire non à certaines Voilà, expériences. c'est peut-être un peu plus facile quand tu es un peu plus âgé, que tu as un peu plus de background, parce que peut-être que tu en as un peu plus rien à foutre, et que tu es un peu plus fidèle à toi, et que tu vas le revendiquer. Et qu'aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire que les gens prennent la parole et libèrent ça, parce que ça permet aussi à tout le monde de dire en fait non. Et surtout, en fait, je vais t'afficher devant tout le monde, et il n'y a pas que moi qui vais en payer le prix. Il n'y a pas que moi qui risque ma carrière à te dire non à quelque chose qui n'est pas normal. Parce qu'avant, un peu plus avant que tout ça émerge, oui, on s'est dit, mais si je dis non, là, qu'est-ce qui se passe? Je vais jamais travailler, il va parler mal de moi. Si je lui dis oui, il va de toute manière mal parler de moi, parce qu'il va dire que je l'ai séduit ou que je l'ai dragué, et puis qu'après, j'ai pas donné ce qu'il voulait, que je suis pas allé au bout. Enfin, en fait, si je dénonce, après, il a plein de relations, oui, plein de contacts. Forcément, voilà, ça va nuire à ma carrière alors que je commence. Exactement. C'est tellement problématique, c'est tellement touchy Ouais. comme sujet. À part dire aux gens, respectez-vous, et il y a un minimum d'amour propre. Et même si vous passez à côté de quelque chose, est-ce que c'est plus important de passer à côté de ça, ou de vous trahir vous-même? Et c'est des décisions que chacun doit prendre en conscience. Et on va laisser le négatif de côté. Maintenant, on va parler de positif. C'est quoi ton plus beau souvenir de casting? Mon plus beau souvenir de casting, j'en ai plein. Il y a eu le workshop de la famille Adams, dernier tour. On avait 4 comédiens et 4 comédiennes par rôle à peu près. Et on a échangé. On a créé des familles. Créé la famille Adams. Et toutes les énergies se mélangeaient. Et voilà, c'était fou de voir ça. C'était incroyable. We Will Rock You, c'est pareil. La musique de Queen, pour moi, elle a une importance folle aussi dans ma vie, de par mon père et ma mère. Et donc, être sur ce spectacle, en casting, en assistant metteur en scène et en assistant chorégraphe aussi, c'était fou, parce que ça a allié plein de choses. Et les gens étaient dingues de venir chanter du Queen. Ils avaient une énergie folle de dire mais c'est génial ce qu'on chante, et c'est super, même si je suis pas pris ou prise, le casting est cool, on s'amuse, merci, c'est top. Et Holidays, là, le musical, c'est un spectacle qui arrive en septembre à l'Alhambra, avec les chansons de Madonna. Donc on a auditionné 4 filles, c'est l'histoire de 4 copines. Moi, je gère la direction de casting, adulte, enfant, ado, donc du spectacle, et je suis l'assistant du metteur en scène sur le projet. Le metteur en scène, c'est Nathan Guichet. Voilà, NS World, mais pas que. Et à la chorégraphie, c'est Cécile Chaduto, et à la direction musicale, c'est Eric Melville, et c'est Gaëtan Borg qui a écrit tous les dialogues. Et c'est pareil, on a pris le temps au casting de parler aux gens, de leur faire des scènes, de leur faire improviser des choses. Et tout ça, c'est des beaux souvenirs, parce que les gens, quand ils sortent, ils sont tous là, merci. Merci, on a passé un bon moment, on s'est éclaté. Peu importe le résultat, c'est hyper cool. Pour Holidays, on a auditionné des enfants, t'étais là, hein, t'étais avec nous. Oui, j'étais là. Et toute une après-midi. Ouais, beaucoup de petites filles, mais beaucoup de filles, et des kids et des ados. Et pareil, les parents, moi, ils m'ont renvoyé des mails derrière en disant les petites sont trop contentes, elles se sont fait des nouvelles copines. Parce que le but, c'était ça, c'était de créer de l'émulsion autour. Et en fait, c'est ça, moi, les souvenirs qui me plaisent. C'est quand les enfants, les adultes, les parents, les artistes sortent et se disent ok, en fait, je me suis amusé. Ok, c'était cool. Ok, j'étais un peu stressé, mais c'était génial d'être là. Et on te retrouve aussi à la direction artistique des Trophées de la Comédie Musicale. Oui. Tu es aussi vice-président. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette cérémonie qui aura lieu le 12 juin au Casino de Paris? Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, les Trophées de la Comédie Musicale, on a créé ça en 2017 à plusieurs. On s'est réunis, et petit à petit, on grandit. On avait vraiment comme envie de célébrer et de valoriser le genre de comédie musicale, les artistes de comédie musicale, les producteurs de comédie musicale, les créatifs, les scénographes, les techniciens, les ingé-sons, les lumières. Enfin, voilà, on avait vraiment envie d'essayer de faire quelque chose qui les valorise. Au début, on n'était pas parti sur une cérémonie. On voulait faire comme un Bryant Park,
c'est-à-dire accueillir des troupes pendant 1 heure dans un parc parisien qui viennent faire des extraits de la comédie musicale. Mais la logistique étant, c'est quand même très très compliqué à mettre en place. Donc on a fait un brainstorming et on est parti sur une cérémonie de remise de prix. Ok. Et voilà, depuis le début, l'équipe me fait confiance en direction artistique. Je suis vice-président depuis cette année seulement. Et c'est Patrick Niedo qui est à la présidence, qui est un grand spécialiste de comédie musicale, carrière à Broadway, danseur, etc. C'est une de mes belles rencontres. Tu vois, on parlait de belles rencontres, de belles énergies, et c'est devenu un peu mon mentor. Aussi, on s'est liés d'amitié extrêmement vite, et lui, il m'ouvre encore plus à plein de choses. Et, Quelles sont tes missions en tant que directeur artistique de cette cérémonie? alors moi, j'organise toute la cérémonie, de A à Z. C'est du boulot. Hein. Ouais, c'est du boulot. Donc, on est en partenariat avec avec certaines écoles de comédie musicale qu'on auditionne pour créer le cœur des trophées, qui est composé d'élèves de comédie musicale. Voilà. Donc ça, c'est aussi une grande fierté parce que c'est de la transmission, c'est du partage. On fait les castings avec eux, mais c'est pareil, les castings, à chaque fois, je demande aux écoles, est-ce que vous avez 8 heures à nous accorder? Parce qu'on va prendre le temps de faire, de refaire, de poser des questions, de parler, et c'est important. Et puis, dans la cérémonie, on a 3 numéros artistiques qui sont originaux, c'est-à-dire qui sont créés pour la cérémonie. Donc, c'est moi qui sélectionne les créatifs, les chorégraphes. Je sélectionne la directrice ou le directeur musical qui va créer la cérémonie musicalement parlant, qui va créer les jingles, qui va créer un final ou une ouverture, me composer les medleys. Voilà, il y a les chorégraphes. Pour l'instant, en scénographie, on est très léger, donc je ne fais pas appel à un scénographe parce qu'on est tous bénévoles dans cette cérémonie. On ne génère pas d'argent, ou si jamais on génère un peu d'argent par les dons, c'est de toute façon réinvesti directement dans la cérémonie. Et on est plus de 150 bénévoles. Je crois, créatifs, chœurs, techniciens, sécurité, ouvreurs. Voilà, vraiment, on a des gens qui nous suivent, dont le Casino de Paris, qui est un partenaire incroyable. Voilà, on a Suzanne Sarquier qui gère l'agence Drama, donc les droits littéraires, qui est en relation avec MTI Europe, qui nous suit aussi depuis le début, qui nous aide. Enfin voilà, c'est vraiment fou l'engouement autour de ça. On a de plus en plus de productions qui envoient les certificats de production pour être éligibles. Il y a de plus en plus de spectacles, les artistes en parlent, les médias commencent à en parler. Donc moi, la cérémonie, je m'occupe de la construire comme un spectacle. Ok. Voilà, la cérémonie, c'est mon spectacle que je construis, que je mets en scène. Et voilà, et je gère tout ça avec les gens avec qui je collabore, évidemment, parce que je ne pourrais pas le faire tout seul. Ça va être un vrai show. Sans trop spoiler, bien sûr. Qu'est-ce qui nous attend le 12 juin? De belles surprises. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sans spoiler. Non, alors, sans surprise, les nominations sont tombées. Ouais. Donc ça, je peux le dire, c'est tous les ans, on invite les spectacles qui sont nommés dans la catégorie principale comédie musicale à venir faire un extrait sur scène spécialement pour nous. Donc on le sort du contexte du spectacle, on peut le faire quelque chose de plus intimiste, on peut l'adapter. Voilà. Donc ça existera sur scène, et puis il y aura 3 numéros originaux cette année. Mais ça, je peux pas en parler, je vous garde la surprise. Et ça sera retransmis en live ? Alors non, c'est pas encore retransmis en live. On est en train de discuter avec des télés, avec des chaînes pour voir comment ça pourrait se mettre en place. Nous, on va capter toute la cérémonie et elle est retransmise sur notre YouTube en intégralité. C'est une grosse organisation aussi, hein. On est encore en plein dedans, c'est lourd. Donc j'avoue que depuis avril, mon planning bien chargé. Mais c'est beau parce que tu dansais à 5 ans, tu avais une passion, tu en as fait ton métier, et puis maintenant tu veux développer d'autres choses et faire briller la comédie musicale en France. On sait qu'aux États-Unis, avec Broadway, ils n'ont pas besoin de moi. Voilà, ils n'ont pas besoin. Non. Mais en France, c'est fou parce que tu es sur tous les projets en fait. C'est important pour toi de faire parler de tous ces spectacles, de participer à ce spectacle et d'en parler, d'en faire la promotion, de mettre en avant tous les acteurs du milieu, quoi. Oui, parce que vraiment... Vraiment, c'est un milieu dans lequel moi je me sens bien. J'ai rêvé d'en faire partie. Et aujourd'hui, je sais qu'il y en a d'autres qui rêvent d'en faire partie. Donc j'ai envie que tout ce monde de la comédie musicale se développe, se valorise, qu'on leur donne des lettres de noblesse, qu'on reconnaisse les artistes pluridisciplinaires comme des artistes compétents dans leur pluridisciplinarité. On peut être danseur, chanteur, comédien et maîtriser les 3 arts comme ils le font outre-Manche ou outre-Atlantique. Il n'y a pas de... Pourquoi en France, on pourrait être que comédien ou que chanteur ou que danseur? Non, donc voilà, les choses évoluent en ce sens. Les choses évoluent vraiment dans le bon sens. Et si moi, je peux jouer à 0,5%
en essayant de faire des choses, à améliorer tout ça ou à valoriser tout ça, et ben j'en serais ravi. C'est le but ultime de partager et de donner, en fait. Tout ce que je veux, c'est partager avec les gens, que ce soit en casting, en spectacle. Moi, en tant qu'artiste, mon but principal quand je suis sur scène, c'est de partager les émotions. Quand je suis derrière la table, c'est de partager avec les gens, de prendre leurs émotions, de voir qui va où, comment. Les créatifs, c'est pareil. Et puis les producteurs, valoriser les producteurs. Ils prennent des risques énormes en montant des comédies musicales. Et pourtant, c'est formidable. Et le public est au rendez-vous. Les salles se remplissent de plus en plus. Ça revient. Donc tous ces acteurs-là, que ce soit comédie musicale, et après, en extrapolant, hein, cinéma, théâtre, podcast, livre, doublage, en fait, ça fait partie de la culture intégrante de la France, et on a besoin de valoriser ça, et que tout le monde soit porté à la hauteur de leur... on va pas dire talent, parce que j'aime pas mesurer le talent, mais à la hauteur de leur engagement. Voilà, que ce soit des producteurs, des créatifs, des techniciens, des ouvreurs, des habilleurs, des costumiers, des danseurs, des chanteurs, des comédiens, enfin, et tous les métiers que j'oublie parce que je peux pas tous les citer, mais ils sont tous importants. Il n'y a pas une seule personne qui n'est pas importante dans le circuit. Même les personnes qui font l'entretien des casinos, ou des casinos n'importe quoi, ou des théâtres, ou tout ça, ce sont des personnes qui sont extrêmement importantes. Parce que si elles n'étaient pas là, les salles seraient immondes et les spectateurs ne viendraient pas, etc., etc. Donc en fait, les gardiens des théâtres sont très importants. C'est le premier pas de sécurité, c'est le premier lien. Moi, quand j'arrive dans un théâtre, peu importe quel est mon poste à l'intérieur de ça, c'est de dire bonjour à tous les gens du théâtre, parce qu'en fait, je viens chez eux. Voilà, exactement. Ils m'accueillent, donc en fait, bonjour, qui es-tu, merci, au revoir, passe une bonne journée. Voilà, évidemment, je ne crée pas de liens amicaux avec tout le monde, mais c'est ce dont on parlait au début, c'est le respect, la bienveillance, et le partage envers l'humain. Et ces gens-là, en fait, on ne sait pas d'où ils viennent et qui ils sont. Et c'est passionnant quand on commence à s'intéresser à eux, de savoir d'où ils viennent, où ils sont, et ça peut nourrir un projet, ça peut nourrir un personnage, ça peut nous nourrir juste nous en tant qu'humains de base, parce qu'on a tous des vies extraordinaires, et si on prenait le temps de s'y intéresser un peu, on se développerait comme c'est pas permis. Bon, j'ai un peu digressé, on est parti dans un discours humaniste. Mais, non, mais vraiment un grand merci pour ce moment sur Casting Call. Nous, on aime justement ces témoignages de personnes qui avaient une passion très petite, qui en ont fait leur métier avec de la détermination et qui maintenant œuvrent pour le milieu artistique. Donc vraiment un grand merci. J'essaie, merci à vous. C'est tout le bon côté de l'ambition que je trouve. Voilà, c'est parce que je suis ambitieux comme garçon, j'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie de les faire pour... on va pas dire pour le bien commun, ce serait un peu too much exagéré, mais encore une fois pour les projets, pour les gens, pour valoriser tout ça, pour qu'on puisse tous en profiter. C'est ça le but, c'est que ça rayonne. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est qu'il y ait du rayonnement. Et on est plusieurs, hein, il n'y a pas que moi, on est plusieurs à participer à tout ça, et c'est merveilleux de rayonner tous ensemble et de fédérer, rayonner et fédérer. Voilà, rayonner et fédérer. Voilà. Bien clôturer ce podcast. Merci beaucoup, Christopher. Merci beaucoup, merci à toi, Lou.